Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Samuel Nasri, je suis le fondateur du cabinet expertassure.net, un cabinet de courtage en crédit et en assurance. Et accessoirement, aujourd'hui, je suis le présentateur de cette émission qu'on a surnommée Les Bâtisseurs. Notre concept est simple. Nous allons avoir comme invités des personnages, des personnes, des gens qui ont participé à construire quelque chose dans leur vie. Donc ça peut être au plan entrepreneurial, des gens qui ont réussi à construire de jolis business. Ça peut être aussi au plan politique, donc des hommes politiques, des élus qui ont pu, durant leur mandat, faire quelque chose, construire quelque chose qui a changé le quotidien de leurs concitoyens. Et aujourd'hui, nous avons comme premier invité Hatim Jaibi Ricardi. Bonjour. Bonjour. Hatim, donc, comme tu le sais, donc, je t'ai invité à cette émission parce que ton parcours m'a beaucoup plu. Et je t'en remercie. Et c'est un plaisir. Donc, tu es d'origine tunisienne. Je suis effectivement natif de Tunis. Voilà. Et tu as émigré ici en France. Et disons que tu as commencé ta vie, on va dire, ici en France et entre autres à Montpellier, a été assez compliquée au départ. Alors, effectivement, la plus grosse partie de mon existence s'est déroulée dans cette ville de Montpellier, aux abords du Clapas, une ville dont j'étais déjà quasiment tombé amoureux quand j'étais venu y faire mes études. Parce que tout simplement, aussi, il faut dire que ma famille maternelle était de longue adoption sétoise. D'accord. Cette étant la petite Venise provençale à quelques 30 km de Montpellier. Mais pour revenir au départ, effectivement, je suis natif de Tunis et originaire d'une famille dont la branche paternelle était d'origine ottomane, venant de Constantinople, à l'époque de la grande conquête ottomane sur l'Afrique du Nord, entre autres, parce que ensuite elle a également conquis la péninsule arabique, etc. Et puis, du côté de la branche maternelle, d'une famille d'origine terrienne toscane, mais émigrée dans un premier temps vers Marseille, puis vers Sète, où s'est installé mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle maternel, qui ensuite ont donné naissance à mon grand-père et naturellement à ma mère. Voilà. Laquelle ensuite a été, par le fait de l'histoire, fonctionnaire coloniale française en Tunisie. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père qui, de sujet du royaume du Tunis, est devenu ensuite citoyen de la nouvelle République tunisienne en 1956-57. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés, un petit peu avant bien entendu, et qu'ils ont fabriqué l'Olibrius qui te parle actuellement. Très bien. Donc, mesdames et messieurs, sachez que Hatim, ici présent, est aussi un auteur. Donc, il a écrit plusieurs livres, et j'ai eu le plaisir de lire ce livre, Chronique septimanienne, que je vous conseille de lire pour comprendre un petit peu son parcours entrepreneurial et les difficultés qu'il a rencontrées durant cette période. Justement, Hatim, quand j'ai lu ce livre, ce qui m'a intéressé, c'est que apparemment, tu disais que tu as été obligé de quitter la Tunisie, alors que tu étais quand même établi en tant que jeune professeur, si je ne me trompe pas, et tu disais que c'est parce que tu avais commis certaines bêtises ou certains dépassements envers le gouvernement. Donc, j'ai pas eu l'occasion, on va dire, dans ce livre, t'as pas vraiment expliqué ce qui s'est vraiment passé, tu as juste été, voilà, t'as pas trop traité le sujet. Donc, je suis curieux de savoir ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce qui a fait que tu as été obligé de quitter la Tunisie au plus vite. Oui, alors si tu n'as pas toute l'information, c'est un peu de ma faute, puisque je t'ai fait lire la saga dont j'ai commencé la réalisation il y a maintenant une quinzaine d'années, un peu dans le désordre. Puisque tu as entre les mains le tome 3 de la saga, et les quelques menus événements dont tu parles font partie de la fin du tome 2.
D'accord, De- ok. Et donc, Et le titre de ce livre-là, c'est quoi? c'était Chronique languedocienne. D'accord, ok. Et Donc j'aurai le plaisir de le lire aussi. c'est un ouvrage qui est un peu une déclaration d'affection pour Montpellier, la région Languedoc-Roussillon, l'université Paul Valéry et tout ce qu'il y a autour. C'est également la découverte d'un jeune maghrébin qui arrive là en pleine atmosphère post-68arde, alors que lui a vécu dans une atmosphère, T'es arrivé en quelle année exactement en très France? exactement, octobre 1970. Pour t'installer, non pas Pour- en tant qu'étudiant, c'était Non, venu... non, ça c'est en tant qu'étudiant. Ah d'accord, en Ça, 70, c'est t'es le venu démarrage de mes études. Ok, Et donc là, le jeune homme issu d'une société postcoloniale, un petit peu compassée, de deux petites aristocraties avec tout l'environnement social que cela implique, et qui découvre la France et l'université post-68 c'est forcément E.T. qui débarque sur la planète, quoi. Voilà. d'accord. Par contre, là, tu nous as pas raconté ce qui s'est passé en Tunisie. Alors, Ce qui a piqué ma curiosité. voilà, tout simplement, donc en Tunisie, après mes études d'humanité à Paul Valéry, on m'a requis pour assurer un poste professeur. d'enseignant de langue, littérature, civilisation À française, l'université. puisque c'était à l'université de Tunis, ce que j'ai fait, naturellement. Et comme apparemment j'ai dû donner satisfaction dans ce premier poste et que le jeune pays manquait de ressources humaines, eh bien on m'a aimablement demandé d'assurer un deuxième poste, mais ce coup-ci à l'Institut de presse et des sciences de l'information de l'Université de Tunis, car la hiérarchie avait bien vu que dans mon cursus, j'avais fait à la fois une maîtrise spécialisée d'études théâtrales, un doctorat spécialisé d'études cinématographiques, en plus des études de lettres plus traditionnelles, plus classiques, et que donc j'étais un petit peu légitime en termes de communication écrite et audiovisuelle en langue française. D'accord. Et par conséquent, je me suis donné pour tâche d'apprendre à mes étudiants d'abord de rédiger correctement un article de presse. Ça, Peut-être même tu les as poussés à avoir un esprit critique. personne n'y a vu d'inconvénient pour les techniques de rédaction de presse. Par contre, comme j'étais un grand admirateur à l'époque de Robert Ascarpit, qui était un journaliste éminent du journal Le Monde, Ah, le et journal Le Monde. qui traitait en première page les fameux petits billets d'Escarpit, que j'essayais moi-même très péniblement et très imparfaitement d'imiter. Et j'ai essayé de communiquer aussi cet amour à la fois de la belle langue et de l'expression humoristique d'une réalité, voire critique, voire ironique. Style Canard enchaîné? Disons Non, un plutôt- canard enchaîné, mais très très light. Très très light. Voilà. D'accord. Pas du tout un Charlie Hebdo. Hein. D'accord. C'était pas du tout dans les normes familiales. D'accord. Voilà. Et par conséquent, même si ça a été très très light, très très soft, comme on dit en catalan, eh bien, ça m'a valu quelques menus désagréments qui ont fait que mon père, qui effectivement était encore aux affaires dans le gouvernement de la Première République tunisienne, s'est arrangé discrètement, disons, pour Donc, m'orienter si j'ai bien compris, vers la porte de sortie. Ce qui t'a sauvé, c'était la fonction de ton père. Sinon, tu aurais certainement Alors, terminé en prison. Parce que dans oh, ce genre de... Probablement pas, parce que mes quelques frasques, disons, m'auraient valu quelques petits coups de règle sur les doigts, peut-être, mais peut-être pas une invitation logée, nourrie, blanchie, mais pas dans les complexes touristiques de la Tunisie de l'époque. D'accord. Voilà. Ok. Donc, Parfait. Donc là, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, oui, donc, c'est ton arrivée en France. d'accord. D'accord. Alors, mon retour, Voilà, ton retour voilà. forcé, on va dire, en Voilà. France. Voilà. Mon retour un peu orienté en France, où effectivement, ben, je me suis retrouvé là, eh bien, comme j'ai parfois plaisir à le dire, comme travailleur, immigré et chômeur. D'accord. Voilà, puisque je n'avais plus mes deux postes de l'université de Tunis. Et c'est là qu'a commencé un petit
parcours du combattant. Oh, c'était pas un parcours de GI de la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, c'était la nécessité. Justement, j'ai vu que par exemple, à chaque fois que tu trouvais un travail, Mm. soit ça se passait mal avec le patron, soit la structure faisait faillite au bout de quelques jours. Ouais. Là, tu n'as pas eu de chance. Alors, voilà. Et ça t'a, donc, on va dire, ton expérience, tu t'as poussé à te dire pourquoi vais-je chercher un travail, on va dire, de salarié, Mm. alors que je peux peut-être, grâce aux rencontres que tu as faites, hein, si j'ai bien compris, je peux peut-être moi-même, en plus de créer mon propre emploi, créer d'autres emplois, donc Ouais. devenir entrepreneur. Donc là, ça serait bien que tu expliques à nos Tout à fait, tout à fait. Et je vais peut-être spectateurs. un petit peu modérer tes propos, si tu veux, dans la mesure où, effectivement, le premier emploi que j'ai assumé, qui était à Castries, une petite, Qui est pas loin d'ici, qui une est à petite 15 commune minutes d'ici, à une quinzaine de kilomètres au nord de Montpellier, où j'ai fait la découverte donc, de ce qui est la formation permanente et continue pour adultes, dont j'ignorais totalement les tenants et les aboutissants, dans la mesure où moi-même, je n'étais qu'un modeste enseignant d'université. Mhm. Voilà. Et là, j'ai été recruté par un patron qui était d'ailleurs un dominicain défroqué, mais un chef d'entreprise de première bourre, un commercial de talent, mais majuscule, mais aussi un déplorable gestionnaire de ressources humaines. D'accord. Tu nous parles de qui c'est? Alors, il s'agissait, par charité chrétienne et musulmane confondues, je ne vais pas citer son nom, D'accord. mais enfin, ça a été, on va dire André, André, effectivement, qui était donc un dominicain défroqué, qui s'était mis dans la formation continue pour d'ailleurs assurer un rôle sociétal tout à fait intéressant, dans la mesure où nous avions, dans les objectifs de cet institut, la mission, d'accueillir les populations Hmong, qui sont une population du sud-est asiatique qui avait été particulièrement chahutée dans son existence politique, et qui ont été donc accueillis et encadrés, précisément pas loin d'ici. Vers le pont de Lunel, il y avait un centre d'accueil pour ces Hmong que nous avons mis en place et structuré. C'était une partie de l'activité. Et l'autre partie de l'activité, à laquelle j'ai été très étroitement associé, puisque ce dirigeant voulait que j'assure la partie de fabrication des outils audiovisuels pour la formation du personnel hospitalier. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai parcouru avec les équipes de formateurs hospitaliers toute la région. C'est ton premier job. Et là, c'est mon premier job au retour de mon job perdu, disons, de Tunis. D'accord. Voilà. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans le livre, tu disais que ta plus grande peur en ce temps-là, c'était de te retrouver sans argent, ne plus avoir de quoi manger. Alors, effectivement, dans notre société, la trésorerie est un peu le carburant de l'existence. Oui. Donc, il faut assurer un minimum vital de façon à pouvoir ne serait-ce que survivre. Voilà. Et donc, ça m'a un petit peu changé de la relative sérénité que je connaissais dans mon univers familial où toute la tradition était une tradition de fonctionnaires de l'État, et qui donc, même s'ils étaient très modestement rémunérés, l'étaient de manière sûre et assurée à chaque fin de mois. Voilà. Et d'ailleurs, mon père a toujours regretté que je sois passé du statut d'honorable fonctionnaire d'une éducation nationale au statut qu'il appelait de marchand de soupe. Justement, parce que ce que tu as dit dans le livre, cette peur, on va dire, du lendemain, etc., m'a beaucoup, on va dire, parlé. Parce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, et qui ne me connaissent pas, je suis moi-même d'origine émigrée. Et justement, je suis arrivé en France en 2009. Et justement, malgré différentes aides sociales qu'on peut avoir, etc., c'est vrai que j'avais cette peur au quotidien. Cette peur me poursuivait de me retrouver dehors. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que, par exemple, je ne pouvais compter sur personne, malheureusement, à mes débuts.
Donc c'était vraiment très dur pour moi. Donc j'avais cette peur, cette boule au ventre quotidienne pendant des années. Tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup, disons que je pense que ça doit être quelque chose que vivent la plupart des gens qui émigrent dans un pays ou qui s'installent dans un pays qui n'est pas le leur. Ils n'ont plus cette protection, on va dire, familiale. Hein. Ils ne peuvent plus habiter chez leurs parents ou compter sur leurs parents, etc. Leur petite famille pour les aider en cas de souci. Ouais, exactement. Tout à fait. Et ce qui m'a permis de développer d'ailleurs une certaine rigueur de gestion, une anticipation constante qui a fait que malgré toutes les turbulences de l'existence, les montagnes russes que l'on peut connaître dans une activité professionnelle indépendante, et ça, je sais que je parle à quelqu'un qui connaît le domaine, voilà, eh bien, ça a permis, effectivement, ce souci d'anticipation, cette prudence de gestion, d'arriver à passer tous les caps avec le minimum de casse possible. Exact. Ouais. Voilà. Donc, tu es arrivé à un moment de ta vie, quelques années, je pense, ou que 2 petites années après ton arrivée en France, c'est là que tu as rencontré une personne, disons... Alors, c'était exactement 18 mois après. 18 mois après, à la suite de 2 expériences de collaboration, entre guillemets, salariés, dans 2 structures. Non. Très instructive, très enrichissante au plan intellectuel et au plan de la compréhension des mécanismes. D'accord. Et ça, il faut l'intégrer. C'est un actif important. Okay. Voilà. Auprès d'André, j'avais compris qu'une structure associative pouvait permettre de déclencher quasiment une activité entrepreneuriale. Et auprès du Château d'Agnac, qui a été la deuxième structure dans laquelle j'ai travaillé. Oui. Est-ce que, par exemple, toi, en tant qu'entrepreneur expérimenté, oui. Tu donnerais comme conseil à nos auditeurs, par exemple, s'ils ont une idée, ils veulent lancer un business, mais ils ne veulent pas forcément se lancer en société parce qu'il y a trop de charges et tout. Donc toi, tu leur conseilles personnellement de commencer par une structure associative, par une association, tout simplement. Alors, je ne suis absolument pas légitime pour donner quelques conseils que ce soit. Simplement... Disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est ton expérience d'entrepreneur. Voilà. Simplement, il se trouve que par ma découverte des structures associatives, j'ai pu comprendre à travers les gens que j'ai rencontrés dans ces structures, que j'ai eu la chance de côtoyer et avec lesquels j'ai échangé, eh bien, de me rendre compte que ça pouvait constituer déjà une amorce, une espèce de premier étage de fusée qui pouvait permettre de faire des choses intéressantes, à la fois sociétalement, mais également économiquement. Maintenant, raconte-nous ta rencontre, on va dire, qui a changé ta vie, qui t'a poussé quelque part à devenir entrepreneur. Alors, nous revenons à l'année 1980, fin de l'année 80, où effectivement, je quittais un emploi que j'ai adoré dans un château, alors à Fabrègues, donc à 15 km au sud de Montpellier ce coup-ci, l'emploi précédent étant à 15 km au nord, à Castries, donc où j'avais été requis comme, alors là, professeur de français pour étudiants étrangers. D'accord. Donc ce qu'on appelle le français langue étrangère, dans un magnifique château où on recevait de sympathiques étudiants et étudiantes du nord de l'Europe, ce qui participait à l'agrément du travail. Voilà, de l'activité. Mais malheureusement... Donc c'est-à-dire que tu es un des rares, on va dire, travailleurs émigrés qui est content de se lever le matin en ce temps-là. Absolument. Non, mais je suis content tous les matins de me lever. Hein, mais enfin là, j'étais particulièrement assidu à mon poste, si je puis dire, même le soir tard. D'accord. Voilà. Et donc, mais malheureusement, il y a eu un divorce entre le mari et la femme qui gérait cette affaire. Et comme c'était le mari qui était l'apporteur commercial de la clientèle, eh bien, l'établissement a connu une réduction d'effectifs de clients, et ce qui fait que la directrice a dû fermer des classes progressivement. Et comme j'étais l'un des derniers arrivés, ben, j'ai été l'un des premiers, disons, à me voir indiquer la direction de la porte de sortie du château. Voilà. Et donc j'ai repris les magistrales du château
en me demandant, et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps, que sera ma vie? Voilà. Et c'est là que, en faisant de la démarche commerciale, finalement, pour essayer de revendre le produit que j'étais sur le marché, j'ai rencontré alors, à l'usine IBM de la Pompignane, qui, à l'époque, était le poids lourd de l'industrie dans la région. Avec des centaines d'hectares de bureaux, d'ateliers, de laboratoires, etc. 3000 collaborateurs. Enfin, c'était véritablement, et c'était le fer de lance, disons, de l'unité de fabrication des ordinateurs IBM AS400. Voilà. Et c'est là que je suis tombé dans le bureau du responsable du service formation de cette unité de l'usine de la Pompignane. Il se trouve que ce brave monsieur avait un problème momentané dans la mesure où il avait un fournisseur extérieur sous la forme d'une école de langue qui avait pour mission d'accueillir les ingénieurs étrangers qui venaient travailler sur le site de la Pompignane en provenance d'Allemagne, de l'Europe du Nord, de Poughkeepsie, New York, et il fallait absolument leur faciliter l'intégration, l'accès à la langue française, et également à tout ce qui constitue le mode culturel de vie dans notre Donc, si j'ai bien compris, il n'était pas content des prestations de l'entreprise? C'est pas qu'il n'était pas content, c'est que tout simplement, le dirigeant de cet établissement s'était fait la malle avec la caisse de l'établissement. D'accord. Voilà. Et donc, c'est là qu'au cours d'un certain nombre de discussions, il a fini par me proposer de reprendre l'équipe et l'activité. Alors naturellement, ça a été une donc proposition. Donc il t'a conseillé de créer une association, c'est ça? Alors, et c'est lui qui a été effectivement mon mentor. Et je lui rends hommage. Alors là, je peux citer son nom, c'est Jacques Gonzalez, ingénieur cadre à l'usine IBM de la Pompignane et à l'époque responsable du service formation et également responsable du syndicat de la métallurgie. Et donc il avait véritablement une conscience sociétale des choses et c'est ce qui a fait qu'il est devenu mon père spirituel à ce niveau-là et qu'il m'a consacré un semestre pratiquement tous les samedis matins pour faire ma nano-formation d'école de commerce et de gestion. Donc, voilà. C'est vrai que dans mon expérience aussi, si je peux la comparer à la tienne, à chaque fois, on va dire, les gens qui réussissent à réaliser certains trucs dans leur vie, certaines choses, c'est-à-dire ils ont toujours eu la chance de tomber sur des personnes, des mentors, des gens qui les ont guidés. Tu vois? Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ton histoire avec Jacques Gonzalez, qui a certainement, on va dire, changé la trajectoire de ton destin, voire de ta vie. Absolument, il a, je peux le dire, il a un petit peu orienté la trajectoire au point que, avec lui, et pendant pratiquement une décennie, à partir de la micro-association que nous avions montée au départ pour reprendre l'activité de l'établissement en question, qui s'appelait le Mas des Poètes, eh bien, et au fur et à mesure, alors d'autres rencontres de gens à la fois très intéressants, très compétents, avec des qualités humaines tout à fait remarquables, eh bien, j'ai pu, en palliant toutes mes incompétences par leurs compétences à eux, voilà, monter donc, petit à petit. Donc, tu as su t'entourer d'une belle équipe. Ah ben, le hasard a fait, le sort m'a permis effectivement de m'entourer d'une équipe avec une garde qu'on pourrait appeler rapprochée de ceux qui sont devenus des dirigeants de département d'abord dans l'association et qui petit à petit sont devenus les dirigeants des petites sociétés que nous avons montées et dont l'association était la mère spirituelle. D'accord, ok. Voilà. Okay. Et ce qui a fait que nous avons... Par contre, dans le livre, tu disais que aussi, quand on crée une société, si on n'a pas du tout d'argent, c'est pratiquement mission impossible. Alors, donc, où est-ce que tu as trouvé le petit financement qui t'a permis de démarrer? Comme je dis toujours maintenant aux porteurs de projets que j'encadre actuellement, je leur dis, mes petits camarades, on a beau avoir une merveilleuse Rolls bien garée au garage. Alors la Rolls, c'est
une idée d'entreprise, une start-up avec un projet magnifique. Mais si cette Rolls a le réservoir de carburant vide, elle restera au garage. Voilà. Donc, pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien, donc ton métier actuel, ton entreprise actuelle, explique-leur un petit peu ce que c'est, parce que alors, là, ils vont pas s'embrouiller. Mon activité actuelle est née des diverses turbulences et de toutes les gaffes et de toutes les baffes que je me suis scrupuleusement prise tout au long de cette première époque de ma carrière professionnelle. Et j'ai décidé, quand j'ai fini de me sortir... Alors là, nous sommes en 1993. C'est là que tu as décidé de créer cette... Alors, à l'époque de la première très grosse crise qui a fait que, effectivement, des tas d'établissements de moyenne importance comme celui dont j'avais la responsabilité. Compris, il y avait une grosse crise. Il y a eu une grosse crise, notamment dans le domaine de la formation, puisque nos principaux clients, qui étaient à la fois l'État et les collectivités territoriales, avaient eux-mêmes quelques menues préoccupations de trésorerie qui, forcément, ont rejailli sur leurs fournisseurs et donc, entre autres, sur mon groupe. Donc, ta société que tu as créée en 93, c'était... Alors, le cabinet que j'ai recréé en 93 a été recréé justement en fonction de toute l'expérience acquise pendant les 12 ou 13 ans de création, de gestion et de développement du groupe, avec à la fois de la croissance interne et de la croissance externe, puisque en partant de Montpellier, j'ai eu tout à fait par hasard l'opportunité également de reprendre des établissements sur Nîmes. Voilà. Okay. Donc tu as créé une société de conseil, on est bien d'accord? Alors c'est une société effectivement à la fois de conseil. N'hésite pas à la présenter à nos auditeurs, oui, qui s'appelle maintenant SOM, Support Opérationnel au Management et à l'Expansion, et qui est dû aussi, il faut que je rende un deuxième hommage à un ingénieur financier international qui revenait dans la région parce que sa famille était originaire de la région pour y vivre tranquillement sa retraite. Il se trouve que dans les mois qui ont précédé son arrivée, la presse économique locale s'était fait l'écho à plusieurs reprises des divers petits succès qu'avait eu notre groupe. Et ce monsieur s'est rapproché donc de moi pour me proposer de venir parler dans le cadre de notre centre de formation de sa technique d'étude de la trésorerie anticipative d'entreprise. Et qui veut dire? Et qui signifie qu'il avait mis au point un programme qui s'appelait le PRODESYS, Prospective Development System, qui permettait, alors dans une technologie qui maintenant est largement dépassée, mais qui à l'époque était en pointe, était révolutionnaire, était disons évolutionnaire, d'anticiper tous les problèmes de trésorerie que pouvait rencontrer une entreprise au moment de sa création et de son développement. Voilà. Donc si on a bien compris, on va dire ton cabinet actuel qui s'appelle SOM, conseille et accompagne les entrepreneurs de la création de leur société, durant leur développement, et peut-être même les accompagne, les aide à devenir exportateurs, si j'ai bien compris. Alors, non, là c'est pas moi là, c'est que naturellement dans l'ensemble du réseau relationnel que j'ai tissé autour du cabinet, avec de nouveau, quand on voit qu'un système fonctionne, il faut le reproduire, un ensemble d'associations dont je préside certaines également, dont une association de formation que j'ai récupérée de nouveau et qui, elle, donc assure un suivi de formation pour les dirigeants et leur encadrement de TPE, PME. Mais alors, tu évoquais l'exportation. Là, c'est parce que dans le réseau, et pas plus tard que samedi dernier, nous étions au Davos des PME, alors présidé par Gérard Martinez, qui est, lui, le président régional du club des exportateurs. Très bien. Voilà. Et c'est donc, à partir de là, en faisant jouer toute la dynamique du réseau, eh bien, que l'on peut apporter un service maximal aux gens qui ont envie
de se remuer. Très bien. Voilà. Ok. Là, pour éviter, on va dire, de déstabiliser nos Oui. téléspectateurs, nous allons revenir au moment où tu as lancé ton association. Oui. D'accord. Et nous allons parler de la problématique, on va dire, la plus importante pour chaque entrepreneur qui nous regarde, le financement. Alors, donc, comment tu as fait? Tout à fait. Explique-nous comment tu as fait pour avoir tes premiers sous avec lesquels tu as démarré. On va essayer de faire bref. Parce qu'aussi, si j'ai bien compris, à un certain moment aussi de ta vie, tu as connu la faillite. j'ai connu des dépôts de bilan. Voilà, c'est la faillite, hein, Ouais. c'est ce qui se dit, on va dire, plus communément, on va dire. Voilà, et donc je voudrais bien que tu nous racontes comment tu as fait, comment tu as obtenu des financements pour démarrer ta première assos. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, parce que par exemple aux États-Unis, l'échec est étudié. On invite des gens qui ont échoué dans leur aventure, on va dire, entrepreneuriale, pour qu'ils expliquent comment ils ont échoué et comment ils pensent qu'ils auraient pu réussir. Donc ça nous intéresse. Voilà ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Donc je souhaite que tu développes ça Tout à fait. pour nous. Alors, malheureusement, je vais commencer par te décevoir et décevoir nos spectateurs ou auditeurs. Pourquoi? Parce que tu me demandes comment j'ai fait pour obtenir les premiers financements. Oui. Eh bien, je n'ai rien fait. D'accord. Pourquoi je n'ai rien fait? Tout simplement parce que le Jacques Gonzalez en question dont je te parlais tout à l'heure, qui était un des cadres d'IBM. le cadre d'IBM. Qui est devenu ton mentor. Ouais. Voilà, qui est devenu mon mentor et puis ensuite mon associé d'ailleurs. Eh bien, c'est lui qui spontanément a mis à ma disposition ce qu'on pourrait appeler une espèce de love money, c'est-à-dire un fonds d'amorçage qui a permis de démarrer l'opération. Et c'était à quelle somme à peu près? Hein, à l'époque, c'était tout à fait modeste. Hein, il avait mis il avait mis à ma disposition 20 000 francs à l'époque, que j'ai strictement refusé au départ, d'encaisser, parce que ce n'était pas dans la logique de la famille, et surtout dans l'éthique que m'avaient insufflé mes deux grands-pères paternels et maternels, qui me disaient Hatim, attention, dans le principe de la famille, on ne doit jamais rien à personne. Pourtant, malheureusement, c'est le principe de chaque entrepreneur. Il doit être conscient que pour réussir, malheureusement, il est obligé de s'endetter. Donc, il est très souvent contraint. Donc, les valeurs qu'on t'a enseignées étaient un peu en contradiction. Était un gros frein, un gros handicap pour l'entrepreneur de hasard que j'étais devenu. Ceci dit, donc, Jacques. Tu as fini par accepter cette somme d'argent. Alors, Jacques a bien vendu son prêt, dans la mesure où il m'a dit, écoute Hatim, tu ne vas pas l'encaisser à titre personnel, mais nous allons le mettre sur le compte de l'association que nous allons tout de suite créer. D'accord, voilà. ok. Et c'est comme donc ça t'a que rassuré, on va dire. Ça m'a rassuré et ça a évité à mes deux grands-pères de se retourner dans leur tombe. Voilà. Donc la somme c'était 20 000 francs. Voilà. À ce temps-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 20 000 francs? Ça représente combien là actuellement? Eh bien, tu devais quantifier en euros et en pouvoir d'achat actuel, ça fait à peu près combien? Oh là, alors là, tu sais, 6 000, je suis beaucoup lettres, mais très peu chiffres. Hein. D'accord. Donc là, je ne saurais pas te dire, et je ne veux surtout pas paraître complètement à côté de la plaque à vos... Qu'est-ce que tu pourrais t'acheter avec 20 000 francs, par exemple, en ce temps-là? Une belle voiture? Avec 20 000 francs. Ah oui, 20 000 francs, ça permettait d'avoir un véhicule neuf en le payant cash, oui, neuf. Neuf? Ah oui, tout à fait. Eh bien, il faut savoir que là, si on devait, on va dire... faire la conversion, oui. Voilà, donc 20 000 francs, ça représente à peine, allez, je sais pas, ça représente 4 000 euros, je crois, hein, c'est tout. Hein. Peut-être même pas 4 000 euros. Ouais. À 4 000 euros, on peut rien s'acheter maintenant. Ouais. Donc si c'est comme alors que là, ça nous a permis à la fois de nous équiper d'un local modeste, mais tout à fait équipé. Nous avons fait les salles de vente pour profiter des dépôts de bilan d'autres entreprises, où nous avons récupéré le matériel de bureau, un petit peu de matériel, un début de matériel bureautique, mais qui était sous la forme d'une machine à écrire Olympia électrique quand même. Voilà. Et donc tu as su t'équiper, on va dire, pour pas cher. On s'est équipé comme tout bon travailleurs immigrés qui se respectent, en faisant très attention à la trésorerie. Voilà. Et là, on a démarré l'activité avec quand même un actif, certes pas
qu'on ne pouvait pas noter sur le bilan. Si j'ai bien bilan, compris, dans le livre, tu disais... mais qui étaient les clients, les premiers clients qui étaient acquis. C'est ça, voilà. les premiers clients étaient acquis. Et qui venaient quand même d'une entreprise dont on ne pouvait pas craindre, disons, la créance défaillante. IBM. Voilà, tout à fait. Donc Jacques Gonzalez a profité, on va dire, de son statut au sein des IBM pour t'aider à avoir tes premiers, on va dire, tes premiers marchés, c'est ça? Il y a 20 ans, j'aurais demandé au réalisateur de l'émission de couper ces quelques phrases, mais là maintenant, comme il est à la retraite, il risque plus rien. Il y a prescription. Voilà, il y a prescription. Tout à fait. Voilà. Et donc, alors par contre, mon premier souci a été de faire en sorte que le chiffre d'affaires, les marges brutes et les marges nettes dégagées me permettent, au mépris de mon propre confort, d'assurer le remboursement le plus rapide possible de la dette, de la dette à Donc c'est-à-dire que tu t'es sacrifié pendant combien de temps? Pas sacrifié, non, simplement j'ai géré de façon... Mais tu as vécu comment alors? Comment? Tu as vécu comment? Tu as gagné... J'ai la chance d'être un héritier des gens du désert. D'accord. Du sud de la Tunisie. Oui. Et donc, quelques dates, un peu de lait de palme, voilà. Donc tu vivais très modestement. Et un peu d'essence pour aller voir les clients. Voilà, donc c'était parfait, ça suffisait largement à mon bonheur. Et d'ailleurs, j'ai continué à vivre comme ça, puisque maintenant, arrivé à l'automne de ma carrière, puisque ma caisse de retraite m'a averti que j'étais en retard pour réaliser mon dossier de retraite. Un problème que connaissent beaucoup de gens qui dépendent du RSI, etc. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Eh bien, je continue à me nourrir au restaurant universitaire. D'accord. Voilà. Okay. Et j'ai prévu d'ailleurs les locaux du bureau de façon à ce qu'ils soient à proximité immédiate de ce haut lieu de la gastronomie montpelliéraine. D'accord. Okay. Voilà. Donc là, je voudrais bien que tu nous racontes donc ta société, ta fameuse société, qui a quand même été assez conséquente à un certain moment. Oui. En 93, que tu as été obligé de déposer le bilan, on va dire, parce que l'État n'a pas pu te verser, enfin, payer. Alors, c'est effectivement une manière de le dire, mais j'ai une autre manière de le dire, c'est que j'estime que c'est moi-même qui n'ai pas été assez vigilant. D'accord. Et qui n'ai pas anticipé, là, pour le coup, un problème de gestion. C'est-à-dire que tu veux nous dire, par exemple, tu n'as pas su choisir ton client ou tes clients. Je n'ai pas su gérer les flux par rapport aux clients. Et je n'ai pas su maîtriser un développement qui a été plus rapide que prévu. Un gros problème, c'est vrai que des fois, quand on a... Souvent d'ailleurs, il y a des entreprises qui connaissent des défaillances par succès trop important en termes commerciaux, et surtout si ce sont des entreprises qui passent à une phase pré-industrielle avec des problèmes d'appro. Oui. À ce moment-là, approvisionnement, c'est ça que tu veux dire. Voilà, il faut payer les approvisionnements en matériel, puisque j'avais repris à Nîmes une unité d'assemblage électronique. D'accord. Pour réaliser des clones des ordinateurs IBM de l'époque. Donc tu t'es lancé dans l'informatique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, à une époque où je ne savais même pas ce qu'était un bit ou un octet. Mais où, alors Romy Cross, là, que j'ai plaisir à citer également, et qui avait été formateur dans le département informatique de l'association initiale dont j'ai parlé, a eu le cran de prendre en charge la gérance de la société d'informatique que j'ai aidé à monter pour être complémentaire avec notre... Donc si je comprends bien, ton association du départ oui. t'a aidé à connaître les bonnes personnes. Tout à fait. Avec qui, à terme, tu as pu lancer des affaires, des business plus conséquents, on va dire. D'autres opérations. Et qui même des fois dépassent tes compétences ou ne font pas partie, on va dire, de tes compétences. Pas quelquefois, qui quasiment toujours me font atteindre mon seuil de Peters en moins de temps qu'il faut pour le dire. D'accord, ok. Voilà. Donc, cette affaire-là a fait faillite parce que l'État n'a pas pu te payer. On est bien d'accord? Parce que je n'ai pas su faire attention aux échéances de paiement. Je préfère le formuler comme ça. Explique-nous ce que tu veux dire par là, parce que moi, personnellement, je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Alors, je ne sais pas si nous... Je veux dire qu'un chef d'entreprise doit toujours reconnaître et assumer ses responsabilités. Mais ce n'est pas de ta faute si l'État ne t'a pas payé. Parce que normalement, aux yeux des gens, le meilleur
on va dire, des clients qu'on puisse avoir, c'est l'État. Parce que quelque part, on est sûr d'être payé. Tout à fait, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai jamais travaillé avec l'État. Hein. Ouais. J'ai toujours travaillé avec des particuliers, etc., Mhm. des professionnels de temps en temps. Mhm. Mais dans ma tête, avoir des marchés avec l'État, c'est très rassurant parce que je me dis toujours que je serai de toute façon payé. Mhm. Donc, j'ai qu'à foncer les yeux fermés. Donc là, Non, là, ce que tu justement, dis, on ne ferme jamais les yeux fermés voilà, donc ce que quand tu on est, dis, quand c'est on est que... aux commandes d'une entreprise. Non, non. D'accord. Il faut au contraire des phares, des anti-brouillards, ok, et si on peut avoir un sonar, c'est encore mieux. D'accord, ok. Et donc, moi, ce qui m'intéresse aussi maintenant de comprendre, c'est que tu as fait faillite, d'accord? Tu as suggéré apparemment cette faillite-là, on va dire ce dépôt de bilan. Je pense que tu as su le... Alors ça oui, ça par contre Voilà. j'ai suggéré, ça c'est simplement la Parce composante qu'il faut personnelle. savoir qu'il y a beaucoup de gens, Mhm. lorsqu'ils connaissent la faillite, Mhm. leur vie est détruite. Oui. Ils ne sont plus que la moitié d'eux-mêmes. Alors que toi, tu as eu le sang-froid nécessaire, on va dire, l'intelligence, etc., les compétences, pour, on va dire, déposer le bilan, on va dire d'une façon assez... Tout à fait. voilà. Explique-nous comment tu as fait, parce que ça, ouais, Alors, ça j'ai d'abord- m'intéresse, parce que c'est vraiment des moments très durs de... Tout à fait. Alors j'ai été assisté par là aussi un avocat qui est ensuite devenu un ami Mhm. et qui a fait un travail aussi de romain pour effectivement permettre que ce bilan soit déposé dans des normes éthiques les plus parfaites possibles. Mais est-ce que après tu as eu des dettes, tu as été poursuivi par des dettes, ou sinon, Alors- lorsque tu as déposé le bilan, tu étais quitte, on va dire, avec l'État, avec... Alors, comme j'avais fait très attention à des provisions, et notamment à des provisions en termes d'actifs immobiliers, Mhm. eh bien, en... C'est-à-dire que tu avais des biens immobiliers qui étaient à toi, Voilà, que tu as été obligé de vendre, on va dire, ou de... tout à fait, qui ont été restitués, si tu veux. C'était des biens immobiliers qui étaient encore engagés en termes... Ah, donc tu as hypothéqué des biens immobiliers qui étaient à toi, Voilà. et lorsque Et tu as donc, fait faillite, c'est parti ce qui a avec... ce qui a permis effectivement de comme on dit en termes techniques, de désintéresser les établissements financiers auprès desquels je souhaitais également conserver la qualité de ma signature. D'accord, mais lorsque tout était fini, Oui. ça y est, est-ce que il te restait quelque chose ou tu n'avais plus rien? Alors, Vraiment plus rien. grâce à mon avocat, il me restait un toit, Donc une maison bien à toi, à ton nom, etc. Voilà. C'est ça. un toit, Oui. un petit bureau. Mhm. Voilà, nous étions passés de 1000 et quelques mètres carrés d'activité professionnelle à 25. Ça devait être dur. Disons qu'il faut se réaménager, il faut retrouver un confort différent. Ouais. Voilà. Et quelques outils qui m'ont permis de redémarrer avec le deuxième mentor, le fameux ingénieur en finance internationale qui était venu me rencontrer Mhm. et qui, lui, m'a de nouveau proposé de mettre une partie de ses émoluments de retraite à la disposition du redémarrage de l'activité du cabinet Somme. Et c'est comme ça qu'on a redémarré. Donc toi, par exemple, si tu devais conseiller quelque chose aux gens qui nous regardent, Oui. c'est que avant de lancer une affaire, Mhm. ils devraient se protéger. C'est-à-dire s'arranger pour qu'au moins, en cas de pépin, en cas de faillite, ils puissent au moins garder Il faut... un logement ou habiter Mhm. pour pouvoir justement un jour redémarrer. Parce que s'ils venaient à tout perdre, c'est là que ce sera beaucoup plus difficile pour eux de Il redémarrer. faut effectivement essayer de s'organiser pour préserver le minimum logistique de rebond, ce qu'on appelle. D'accord. Voilà. Ok. Donc vas-y, maintenant explique-nous comment tu as fait pour te convaincre psychologiquement que tu pouvais redémarrer, pour ne pas avoir abandonné, parce qu'il y a plein de gens qui, après une faillite, ne peuvent plus. Ils n'arrivent plus à redémarrer. Pour certains, ils lâchent totalement la vie. Pour d'autres, ils se retrouvent un petit job juste pour pouvoir s'assurer une future retraite. Mais il y a d'autres, ils ont le courage, ils ont la force de se lever le matin en se disant « j'ai échoué, ok, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ma vie est finie, que ma vie est ratée. Je peux encore me récupérer. » C'est ça qui m'intéresse. Voilà, alors là, raconte-nous comment ça s'est passé. Je vais encore peut-être risquer de te décevoir, ainsi que les auditeurs et le public de votre télévision. Mais t'es Dans- super dans- modeste, hein, Dans la franchement. mesure, non, mais dans la mesure où j'avais pas de mal à me relever très tôt le matin, vu les insomnies qui me guettaient.
Donc, plutôt que de me retourner comme une crêpe dans mon lit... Donc, ça veut dire que autant, déjà, tu avais du mal à dormir, c'est ça? Tu souffrais beaucoup. Ça, c'est... Disons que c'était relativement inconfortable. D'accord. Et donc, plutôt que de se retourner comme une crêpe dans un lit, il valait mieux être repartir au combat. Au bureau et essayer de remonter quelque chose. Surtout quand on rencontre une deuxième personne de la qualité de Pierre Chauvirey, auquel je rends hommage d'ailleurs à la première page de cet ouvrage, parce que je l'ai connu lui à la fin de cette époque, de cet épisode-là, et qui, lui, m'a permis de rebondir, à la fois en m'apportant la compétence d'ingénierie financière, qui m'avait légèrement manqué, et c'est un euphémisme de le dire, à la fin de cet ouvrage, et aussi de me révéler tout un nouvel univers dont il a été mon formateur, c'est-à-dire l'univers de la finance internationale. Les yeux sur un nouveau monde qui est la finance internationale. Tout à fait. D'accord. C'est d'ailleurs, peut-être, ça sera l'objet d'un quatrième volume. Donc je pense qu'il ne va pas tout nous raconter maintenant. J'entreprendrai. Voilà. Raconte-nous un petit peu, juste pour nous donner envie d'acheter ce futur livre. Voilà, alors c'est tout simplement, grâce à lui, il m'a permis de faire la connaissance de son ancien commanditaire, du temps où il était en activité, et qui était quand même... Que veux-tu dire par commanditaire? C'est-à-dire, c'était la personne qui lui confiait des études pour des financements internationaux. D'accord, donc un ancien client. Voilà. C'était plus qu'un client, parce qu'ils étaient devenus amis, etc. Presque pseudo-associés, disons. Partenaire au minimum. Partenaire, voilà. Et ce gars qui était de citoyenneté hollandaise, était également le représentant pour l'Europe et le surveillant de la circulation du dollar européen. Donc autant dire une pointure de première grandeur. Voilà. Et d'ailleurs, quand il m'a reçu... Tu étais un peu intimidé, non? J'étais dans mes petits souliers, oui, dans mes petites babouches même. Et, ça, c'est marocain, les babouches, normalement, c'est pas tunisien, non? Si, ça peut être tunisien aussi, okay. Oui. Et donc, je me rappellerai toujours la phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit, mon jeune ami, je vois dans votre fraîcheur et votre naïveté que vous allez aborder un domaine avec votre associé Pierre, pour lequel vous me paraissez encore bien tendre. Sachez que dans cet univers, il faut être un requin. À partir d'un certain nombre de zéros avant la virgule sur un chèque, la vie d'un individu ne pèse plus très lourd. Et effectivement, dans l'activité... C'est-à-dire qu'il te prévient à l'avance en disant, dans ce monde, il n'y a pas de pitié. Il m'a prévenu, disons, de l'univers dans lequel j'allais essayer de glisser un bout de l'ongle du premier orteil. D'accord. Voilà. Et je me suis contenté de ça, d'ailleurs, puisque je n'ai pas pu poursuivre cette activité à partir du moment où Pierre Chauvirey nous a définitivement quittés. Pour quelle raison? C'est un décès. Quand il est décédé, je n'ai pas poursuivi dans cette activité. J'ai réorienté les activités du cabinet dans sa configuration actuelle et pour laquelle je me sentais un peu moins incompétent. D'accord. Est-ce qu'après, tu as pu, on va dire, te développer, gagner un peu d'argent quand même, reprendre, on va dire, ton ancien train de vie que tu avais avant ou Alors, pour reprendre, le train de vie que j'ai toujours eu n'est pas difficile à reprendre. Donc, quand je te parle du train de vie, je te parle de l'ancien train de vie où tu avais cette fameuse usine d'assemblage, etc. Oui, non. Enfin, je pense que là, je n'ai pas restauré cette splendeur passée et jamais recouvrée. D'accord. Et d'autant que j'ai évité de reprendre aussi les mêmes risques, notamment en termes d'engagement financier auprès des établissements bancaires, puisque pratiquement tu fais beaucoup plus attention. Voilà. Et à la fin de l'époque précédente, si tu veux, je n'étais pratiquement plus propriétaire même de mon slip, puisque toutes les activités étaient financées par 3 emprunts lourds sur 3 établissements bancaires. Autant dire que c'était eux qui étaient pour l'instant propriétaires de l'affaire. Ce qui est tout à fait légal hein, et normal. Normal, c'est celui qui paye qui est propriétaire. Voilà, ou qui avance les fonds. Et comme je n'ai pas eu le temps de tout rembourser et de revenir en trésorerie positive, donc maintenant,
je fais en sorte de ne travailler, si possible, qu'en trésorerie propre et positive. D'accord. Tu t'autofinances, Voilà. tu te développes petit à petit. Tout à fait. Voilà. Avec beaucoup plus comment dirais-je, Moi, de toute façon, j'ai remarqué, de lenteur. j'ai remarqué que tu essayes beaucoup de développer, on va dire, ton réseau relationnel. Tout à fait. Et je pense que on est sur la même longueur d'onde, toi et moi, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Grâce à notre ami commun Florian, Absolument. qui se reconnaîtra. Et voilà, donc tu préfères te développer tout seul, petit à petit, sans aide financière, on va dire extérieure. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que tu trouves que avec ce que tu fais maintenant, tu es épanoui? Oh, tout à fait, oui, oui, absolument. Oui. Je suis un peu plus serein qu'à une certaine période. D'accord. Voilà. Donc c'est ça que tu conseillerais, on va dire, à nos... Alors, non, encore une fois, Parce je que ne là, suis pas il légitime ne faut pour pas oublier conseiller, qu'on a comme téléspectateurs, pardon-moi, des gens qui veulent comprendre, Ouais. qui sont curieux de savoir, Tout à fait. d'apprendre de ton parcours. Et voilà. Donc si je peux me permettre, est-ce que on va dire, on va se laisser 2-3 minutes, je vais te laisser 2-3 minutes, on va dire que ce sera une conclusion, pour que tu puisses maintenant expliquer aux gens, hein, d'accord, à ceux qui nous écoutent, ce que tu leur donnerais comme conseil à travers ce que tu as vécu. Voilà. À ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ou peut-être se relancer, donc ceux qui ont connu peut-être aussi un échec, un gros échec, qui ont du mal à se relancer. Voilà. Quel est le conseil que tu donnerais? Tu as 3 minutes devant toi. Très bien. Je te laisse. Voilà. Alors, premièrement, je ne parle jamais d'échec, mais d'expérience non aboutie. Très bien. Mais formatrice et instructive. À partir de là, il convient toujours, quand on aborde un projet, de l'aborder d'une part avec beaucoup de rigueur intellectuelle. Il faut bien préparer son coup. Énormément d'informations sur les marchés, sur les techniques, sur tout ce qui concerne l'activité propre. Voilà, ça c'est une chose. Oui. Éviter l'optimisme échevelé. Être plutôt vers un raisonnable pessimisme. Voilà. Prévoir l'échec. Voilà. C'est ça que tu veux dire? Absolument, absolument. Également, prévoir et calculer l'éventualité de l'échec. D'accord. Alors c'est ce que je conseille à tous mes maintenant amis futurs chefs d'entreprise, ou actuels même chefs d'entreprise, et même c'est ce que je conseille à mes amis qui décident de prendre le risque de se marier. Je leur dis, écoutez les gars, un mariage c'est comme une société, commencez d'abord par prévoir le dépôt de bilan et les conditions du dépôt de bilan. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Après vous pouvez aller faire la fête. Voilà, okay. Donc ce serait peut-être la synthèse, c'est rigueur, étude, analyse sérieuse et surtout un optimisme très mesuré. En observant ta façon de travailler, je pense qu'aussi tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aussi de travailler à développer leur relationnel, leur réseau. Alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais qui n'osent pas aller vers les autres. C'est incontournable. C'est incontournable. Comme on dit, seul, on va parfois plus vite, mais on risque aussi de se casser la figure. À plusieurs, on va peut-être moins vite, mais on a des chances d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Voilà. On va dire que c'est le mot de conclusion de notre émission. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien profité de notre invité ici présent, donc Hatim Jaibi Ricardi, qui est actuellement donc le patron de la société de conseil en création d'entreprise, du cabinet en création d'entreprise, développement d'assistance à l'activité économique. Voilà. Et donc si vous souhaitez le contacter, n'hésitez pas. Donc je te laisse nous donner tes coordonnées, un numéro de téléphone. Alors tout à fait, je suis toujours à l'écoute de toutes les... Donc tu as un site internet, si j'ai bien compris, non? Alors oui, bien sûr, il y a un site internet. Alors je vais donner carrément mon site personnel, dans lequel il y a des liens pour toutes les activités. Alors c'est www.jaibi-du6 Ricardi avec 2 C, RI2CRD.eu comme Europe, car je suis également un grand défenseur de l'Europe. Voilà, parce que je l'ai déjà visité ce site, voilà. Et c'est grâce à ce site que j'ai découvert à peu près
tout ce que tu fais, Voilà. et tu fais beaucoup de choses. Voilà, donc On essaye de meubler ses journées. Voilà, donc je vous dis merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel invité que je suis sûr vous surprendra. À bientôt, au revoir.